Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Max, plus connu sur les réseaux sous le pseudo Listening Max. Tu as peut-être déjà vu passer certaines de ses vidéos pleines d'autodérision. CPU, centre des plans de l'univers, bonjour, que puis-je pour vous ? C'est avec humour que Max aborde des sujets profonds comme la quête de soi, la spiritualité et le sens de la vie. M'aider par l'humour est une vraie façon un petit peu de ne pas donner autant d'ampleur et de gravité à ce qui n'en a pas. Parce que la célèbre phrase « la vie est un jeu », je la ressens vraiment. Avant d'en arriver là, Max a traversé des moments très difficiles. J'ai fait une dépression qui a duré 4, 5, 6 ans et de laquelle je ne voyais jamais le bout. Antidépresseur, psy et plusieurs années à se chercher, il raconte. Il n'y a rien qui me faisait vibrer, je n'arrivais pas à me lever, je n'arrivais pas à avancer. La terre me semblait extrêmement fade, l'existence me semblait fade, le monde me semblait fade, sans intérêt, sans sens. Comment a-t-il fait pour refaire surface ? C'est un épisode d'espoir et de cheminement personnel où Max remet en question les codes. Parce qu'aujourd'hui, il y a une déformation de ce qu'est la spiritualité, une déformation de ce qu'est le développement personnel, qui fait que les gens sont beaucoup plus entravés, beaucoup plus bloqués parfois par le fait de lire ou de se renseigner dans des formations, dans des livres, dans des contenus de réseaux sociaux, et qui font qu'on les éloigne de leur vérité, et que finalement, ça vient inhiber la prise de conscience, et ça vient inhiber la boussole intérieure. Trouver sa propre boussole intérieure en suivant son propre chemin. Le but est vraiment de trouver les pratiques qui font sens pour nous, et qui nous permettent en fait de se ressentir, qui nous permettent de réaccéder un petit peu à qui on est, peu importe si c'est par des plantes, peu importe si c'est par des expériences spirituelles, ou si c'est sur une péniche, ou si c'est sur un canapé dans un appart à Paris dans le 18e, et que d'un coup, il y a quelque chose qui fait que je me ressens. Un épisode doux et inspirant qui va te donner envie d'oser. Et je pense que ce culot dans la vie, j'essaie de le continuer à le galvaniser, à le cultiver, parce que c'est en osant finalement toujours un peu plus qu'on arrive à se rapprocher de soi. Un grand merci au M Social Opéra à Paris de nous avoir accueillis pour cette interview et n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ainsi qu'un petit commentaire. Tu sais que c'est vraiment important pour l'évolution de ce podcast, tu fais partie intégrante de son évolution et chaque petit commentaire ou chaque petite note c'est une pierre à l'édifice. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui l'ont déjà fait. Et sur l'Instagram Osez Banico, tu découvriras les vidéos pépites de cette interview. Bonne écoute. Salut Max. Salut Nico. Comment te sens-tu en cette fin d'après-midi ? Écoute, ça va très bien, je suis détente, c'est la fin de l'année, donc tout va bien. Ça me fait plaisir que tu sois là. Ça me fait plaisir aussi. C'est marrant de te voir quelque part, parce que je pense que beaucoup de personnes te connaissent par des stories Instagram qui marchent très bien, qui sont CPU, centre de plainte de l'univers, bonjour. Je rajoute le bonjour. C'est bien, tu l'as. Et c'est, enfin, tu vois, direct, j'ai envie de dire, allez voir le compte de Max, Listening Max, parce qu'il y a vraiment de l'humour. Et si je t'ai invité, c'est pour ce côté fun et pas sérieux, en fait, de ce que tu dégages, qui me font rire. Je sais qu'on m'a souvent envoyé tes réels en mode « Ah, mais c'est tellement moi, mais là, je comprends mieux, parce que du coup, ça prend plus de recul. » Et voilà, je trouve ça fun. Donc, j'avais envie de découvrir qui est le personnage derrière en fait Listening Max, parce que j'ai le sentiment qu'avant d'arriver là, en fait il y a tout un parcours. Effectivement Nico, il y a un long parcours, et aujourd'hui si j'ai pris cette place-là, c'est pour mettre en avant et décomplexifier ce développement personnel, cette spiritualité, de manière à la rendre beaucoup plus accessible, parce qu'aujourd'hui je pense qu'il y a besoin de la rapprocher de nous, de la rendre simplifiable, histoire de se rendre compte que tout à chacun peut avoir accès à ces guérisons, et je pense que l'humour est une voix collective qui peut plus facilement toucher une personne en face de nous que parfois de grands écrits qui peuvent paraître assez inaccessibles, avec une terminologie, un dialecte qui nous paraît un peu étranger. Et moi, à une époque, je pense que j'aurais pu avoir des difficultés à accéder à certaines ressources, et je pense que c'est intéressant d'avoir des petites portes intermédiaires pour avoir accès à des choses un peu plus vulgarisées. C'est ce que j'essaie de faire en tout cas. Je t'invite à une soirée avec des potes, tu débarques, comment tu te présentes ? Je me présente en me présentant avec mon petit prénom, mon âge, et puis pas beaucoup plus que ça, parce que j'ai du mal à répondre à cette question de je suis et à la présentation, parce que je trouve ça très très limitant de devoir se présenter avec un job, avec une entité, avec je suis ci, je suis ça, je suis ci, parce que je trouve qu'on est tout et son contraire, qu'on est tout et son inverse, qu'on est tout et qu'on est rien, et j'ai du mal après ce je suis à pouvoir dire ce que je suis, mais je m'adapte en soirée, et puis je fais comme tout le monde et je dis que je suis thérapeute en général, alors que je me sens beaucoup plus qu'être un thérapeute.
même si c'est effectivement et pragmatiquement ce que je fais, il y a une pluralité de choses qui font que mon spectre il est très très large. Donc parfois j'adapte en fonction de la personne en face de moi, à savoir ce qu'elle saura recevoir ou non. Et c'est vrai que ça m'arrive de dire une chose différente à une autre. Et t'as quel âge ? J'ai 27 ans. Ah, t'as 27 ans. J'ai Ok. 27 ans. Ok. Tu fais plus jeune. C'est vrai, on me le dit souvent. Ouais. Je suis pas responsable de ma pilosité. Hein. Je t'avoue que parfois ça me fait encore un petit peu chier. J'espère que plus tard je serai en mode nice, que je rajeunirai, mais Crois-moi que oui. j'ai hâte. Ce temps arrivera. À un moment donné, ce temps arrivera. Parfait. J'ai envie qu'on découvre un peu ton parcours. Ouais. Et je reprends quelque chose que tu as pu dire sur un post Instagram. Ouais. Tu as pu dire sous un post: je suis fier de moi profondément. Personne sait notre point de départ. Moi, je connais le mien. Je sais comment j'ai œuvré. Je sais que j'ai décidé d'incarner en dépit de toutes les fois où j'aurais pu haïr ce monde. Haïr ce monde, à quel point tu as pu haïr ce monde avant? Je l'ai haï parce qu'il a eu tendance à rejeter cette différence et cette sensibilité, cette orientation sexuelle, à rejeter l'essence de ce que je pouvais être. Et je l'ai haï parce que j'ai eu la sensation de devoir me conformer à quelque chose qui était inconformable pour moi. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, je n'arrivais pas. Et j'avais juste une haine profonde pour tout ce qui se déroulait. J'avais une haine profonde pour une société de consommation qui nous éloignait les uns des autres. Et j'étais persuadé en tout cas que c'était très difficile de rejoindre, entre guillemets, la voie de l'amour. Et c'est pour ça, je pense que j'ai tenté moi aussi de me conformer. J'ai tenté moi aussi de ne pas choisir mes rêves, de ne pas choisir qui j'étais, de refouler des tas de choses à l'intérieur de moi. Et finalement de tomber malade intérieurement pendant des années et des années. J'ai fait une dépression qui a duré 4, 5, 6 ans et de laquelle je ne voyais jamais le bout. Et ce qui m'a permis à un moment donné de pouvoir retrouver en tout cas un espace et de retrouver un bout de vitalité qui m'a permis de continuer à vivre, ça a été d'exprimer ma vérité et de rejoindre enfin qui j'étais. Donc je l'ai haï parce que j'ai eu la sensation que c'était pas normal, que c'est pas viable qu'un être humain est comme ça à devoir dévier de sa propre nature pour pouvoir se conformer dans ce monde. T'étais quel genre de petit garçon? J'étais un garçon qui très tôt s'est retrouvé dans un monde assez imaginaire. J'ai eu des parents très aimants, mais qui malgré tout sont policiers et qui avaient une éducation qui était beaucoup plus rigoureuse que ce que j'étais, qui avait des difficultés avec le bruit, avec des difficultés avec tout ce qui sortait du champ. Et puis j'étais un garçon qui du coup était énormément dans l'imaginaire, qui était ailleurs, qui rêvait beaucoup, qui était dans son coin. Et finalement, je pense que ça a posé des limites avec mes parents, mais très très tôt, je me suis senti à part. Je me souviens déjà regarder ma classe, regarder les choses d'un point de vue extérieur, regarder les interactions entre les petits-enfants et être de côté parfois. Et pour autant réussir à avoir des amitiés. Je n'étais pas exclusivement sur le côté. Mais j'étais ce petit garçon rêveur sur le côté qui avait des difficultés à rentrer déjà en contact avec le monde et déjà à être un petit enfant en action et à jouer comme tout petit enfant finalement. Tu rêvais de quoi? Je ne sais pas spécialement de quoi je rêvais. T'étais dans un monde imaginaire en fait? Je pense que j'étais dans un monde dans lequel... je pense que j'ai eu du mal à m'incarner et à accepter d'être sur Terre. Et je pense que dans les premières années, j'arrivais pas à avoir accès à la Terre. Et je pense que j'ai pris du temps avant de réussir à déconnecter de là-haut. C'est comme si j'avais la sensation que dans mes pensées ou quand j'étais petit, je m'en souviens pas tout à fait après, mais je pense que comme beaucoup d'enfants, on continue à surfer dans cet amour-là et à rechercher cet amour-là par refus un petit peu de devoir... obtempérer sur les obligations qu'un enfant a déjà à l'âge de 3 ans, d'aller en maternelle ou plein de choses comme ça. Et je pense que j'étais déjà dans une bulle assez conséquente. Du coup, dans cet imaginaire-là, tu as parlé d'hypersensibilité. Ouais. Tu l'as depuis toujours? J'en sais rien. Je ne sais pas si cette hypersensibilité, elle est apparue en lien avec des blessures très marquées. En tout cas, j'ai ressenti depuis toujours une forme d'empathie, une forme de conscience qui était extrêmement développée et donc émotionnellement également me sentir très très engagé dans tout ce que je vivais. Mais j'avais la sensation pendant un long moment que c'était quelque chose de normal et que tout à chacun vivait ça. Je ne comprenais pas pourquoi moi j'avais plus de difficultés que les autres à le vivre, mais j'ai juste compris plus tard que tout le monde ne le vivait absolument pas et que tout le monde n'était pas du tout calé sur ce champ de vibration et que tout le monde ne vivait pas les choses avec cette intensité-là. Et ça peut paraître anodin, mais je l'ai compris que très tard, que l'humanité n'était pas forcément marquée par cette ferveur, par cette intensité, par cette faillibilité, par
par ce côté viscéral des choses que l'on vit et qui nous traversent, qui font que ça a été au moment d'une rupture très très violente et de la confrontation avec des psychologues, des psychiatres, enfin avec tout ça que j'ai compris ma différence, que j'ai compris aussi ce qu'était le haut potentiel intellectuel, que j'ai compris aussi que j'avais des troubles autistiques. Tout ça, je n'en avais aucune idée auparavant et surtout que j'ai réussi, entre guillemets, mon intégration. C'est-à-dire que je ne me doutais absolument pas d'avoir ces différences-là et d'avoir cette neurotypie parce que j'avais réussi, entre guillemets, à appartenir à la masse et à réussir totalement à m'intégrer finalement et à avoir les codes. Même si du coup ça va créer une violence à l'intérieur de moi, je ne m'en rendais pas spécialement compte. Mais donc cette rupture, Ouais. elle est arrivée à quel âge? Cette rupture, elle est arrivée aux alentours de 18 ans. C'était à ma première année de fac. J'étais en licence de mathématiques et informatique. De base, T'étais dans quel coin? j'étais dans le sud-ouest, j'étais à Pau. Au sud-ouest. Ok. Dans une fac à Pau. Et à ce moment-là, en fait, il y a un petit peu comme un monde qui a volé, un monde que j'avais construit sur les bases de la réussite, les bases de l'avancée, comme beaucoup de monde, je pense, où finalement, j'avais eu mon baccalauréat, les mentions, les ceci, j'étais très content, très fier de moi, le petit soldat, j'étais prêt à devenir professeur, enfin, il y a tout qui fonctionnait, j'arrivais à, on va dire, résorber mes blessures avec une forme de vie qui fonctionnait, qui avance, qui a du sens par elle-même. Professeur d'école? Professeur des écoles, Ouais, c'est mon écoles. premier métier. Ouais. Et en fait, avec cette rupture-là, j'ai comme tout le sens illusoire de la vie qui s'est enlevé, tout ce chapeau d'illusion qui s'est enlevé. Et je me suis retrouvé enlevé de ce sens professionnel et je me suis dit, oh, aïe, ça pique. Il n'y a rien qui te fait vraiment envie sur Terre. Tu ne sais pas qui tu es. Au fond de toi, tu es vide. Si tu n'as pas la réussite, si tu n'as pas ce chemin professionnel, si tu n'as pas la reconnaissance, tu te sens absolument vide. Si tu n'as pas cette relation sentimentale, tu es vide, Maxime. Et je me suis retrouvé totalement vide face à qui j'étais, c'est-à-dire rien, un espace où tout ce que j'avais construit n'était que l'illusion et que j'avais pas encore eu l'occasion de me rencontrer plus profondément. Tout ça à la suite de la rupture, en fait. C'est ça. Ça a été comme si la rupture avait mis en lumière le vide affectif profond que j'avais à l'intérieur de moi et à quel point je n'avais pas su me remplir par la vie. D'où venait ce vide, tu sais? Oui, il y a certaines pistes qui sont largement possibles à envisager. J'ai eu une brûlure en fait où je suis brûlé en fait à ce niveau-là parce que j'ai reçu un bouillon quand j'ai eu 6 mois et que je suis resté un long moment à l'hôpital en étant nourrisson et du coup ça a été une des pistes qui ont fait je pense que j'ai peut-être pu me retirer du monde et en fait me retirer de mes parents etc parce que ma mère portait le bouillon. Alors est-ce qu'avec ma perception enfantine j'ai cru en fait que j'étais complètement rejeté de la vie? C'est une des pistes que j'ai pu élaborer. Il y en a pas mal d'autres, mais au-delà de ça, j'ai pourtant eu une éducation. Et d'ailleurs, je me veux être le représentant aussi d'une vie et de parents qui sont très aimants. Et qui pour autant a créé quand même quelqu'un qui vivait par reconnaissance des autres et du monde extérieur et qui pour autant était très très vite affectif. Pour autant, j'ai eu une éducation, oui, un peu chahutée. J'ai eu des parents qui se disputaient énormément. Il y a eu des difficultés à la maison. Il y a eu beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais pour autant, j'ai eu une enfance qui était, malgré tout, bercée par de l'amour et de la présence. J'ai eu la sensation, en tout cas. Donc, c'est assez dissonant avec la manière dont je me sens extrêmement blessée par le monde. Mais je pense qu'il y a des choses qui ne s'expliquent que de l'intérieur. Et pour le coup, j'ai pas autant d'éléments extérieurs à apporter à cette souffrance intérieure. Et donc c'est à partir de ce moment-là que tu es rentré dans une forme de dépression après cette rupture? Ouais, c'est ça. À partir de la rupture, il y a eu de longues années d'errance en fait. Comment ça s'est manifesté la dépression chez toi? Ça s'est manifesté par une perte d'intérêt chronique pour tout ce que j'avais en fait, tout ce qui arrivait à m'animer encore, les élèves que j'avais en classe, mes amis. La vie elle-même, hein, je veux dire, le fait de sortir, le fait de voir ses potes, le fait d'aller faire du shopping, le fait de regarder la télé, le fait de faire des activités, tout ça n'avait aucun sens, absolument aucun, et c'était vraiment dénué d'intérêt, il n'y a rien qui me faisait vibrer, je n'arrivais pas à me lever, je n'arrivais pas à avancer, la Terre me semblait extrêmement fade, l'existence me semblait fade, le monde me semblait fade, sans intérêt, sans sens. Et du coup, ça s'est manifesté par des pertes d'appétit très marquées, où j'ai atteint à un certain moment de ma vie 50 kilos, où j'ai dû me nourrir avec des compléments alimentaires. Ça a été marqué également par des phases de repli et d'autarcie très très marquées.
Alors c'est pas forcément ce qu'on conseille à une personne qui est en dépression, mais pour autant moi c'est quelque chose dont j'ai eu besoin de me retrouver en autarcie et de ressentir qui j'étais dans cette misère profonde. Ça a été marqué du coup par la prise d'antidépresseurs aussi pendant plus de 3 ans. Ça a été marqué par beaucoup de rencontres aussi, beaucoup de cheminements, parce que je me suis pas laissé abattre et j'ai commencé à arborer un parcours de recouvrement avec des psychiatres, des psychologues. Alors certes qui ne me convenait pas trop puisque c'était pas forcément ce dont j'avais besoin, puisqu'il était souvent question de comprendre comment éradiquer mes problèmes, ma différence, ou mon anxiété, ou ma dépression, alors qu'en fait, elle était vraiment porteuse de messages. Elle était porteuse de messages extrêmement profonds que j'ai pu comprendre qu'après de longues années, en fait. Ça a été un cheminement d'errance qui a pris son temps. C'est quoi les messages que tu as compris vis-à-vis de cette anxiété, vis-à-vis de ces dépressions? Ça a été le message de se choisir assez inexorablement, de se choisir dans sa sensibilité, de se choisir dans son orientation sexuelle, de se choisir dans sa différence. C'est assez subtil, mais c'était une manière de poser le masque avec tous les gens à l'extérieur de moi. Un masque dont on n'a pas forcément conscience. Moi, le premier, parce que je croyais être quelqu'un de nature extrêmement solaire, positive. Et je ne me rendais pas compte de la tristesse qui sommeillait à l'intérieur de moi, qui était très profonde. Et en fait, à un moment donné, quand on a cette rencontre avec soi dans le noir, on comprend qu'il y a un espèce de petit garçon qui est en souffrance profonde de devoir être autre chose que ce qu'il est, puisqu'il n'a pas réussi à vivre sa colère, son injustice, de devoir cacher sa différence, de devoir être bien en permanence, de devoir être bien pour les élèves, bien pour les amis, bien pour les parents, bien pour la société, et en fait jamais bien à l'intérieur de soi pour qui je suis. Mais là, tu parles de ta sexualité, ça veut dire que en quoi cette sexualité, tu l'assumais pas en fait, ta sexualité? Non, je l'assumais pas. Avant d'avoir eu cette rupture qui finalement a été tellement violente que ça m'a forcé à expliquer le pourquoi du comment et à un moment donné à m'exprimer, à sortir cette expression. Je n'assumais pas cette sexualité, je n'assumais pas cette sensibilité. En fait, j'associais tout à des formes d'interdit parce que je croyais ne pas pouvoir vivre ça, je croyais ne pas pouvoir le représenter ni l'assumer à l'extérieur de moi. Donc ça a été un chemin qui a été un petit peu forcé par la dépression finalement, parce que la dépression m'a forcé à me dire mais est-ce que tu comptes vivre en étant constamment avec une pression comme ça, parce qu'une dépression c'est une dépression. Est-ce que tu comptes vivre en étant à l'extérieur de toi-même? Est-ce que tu comptes vivre en étant quelqu'un d'autre? Ça a été ça son message. Mais c'est assez fort ce que tu dis, parce que j'ai déjà eu de rencontrer des gens qui parlent de dépression et tu te rends compte que potentiellement ça a duré 3 semaines, tu vois, que c'est un truc et même, à la limite même moi je suis passé là par une rupture qui a été compliquée avec des hauts, des bas. Et je sais que je qualifierais ça, ma psy qualifie ça plus comme des épisodes dépressifs. Et là, quand je t'entends parler, je me dis, waouh, attends, 3 ans d'antidépresseurs, c'est lourd quand même. Il y a eu un truc, il y a eu une sorte comme un cataclysme qui a tout explosé. Et vas-y, on va chercher au plus profond, quoi. C'est ça, j'ai pas eu d'autre choix que d'aller chercher à cette densité-là, à cette amplitude, à cette profondeur. J'ai parfois voulu gratter un poil la surface, et c'est pour ça que les accompagnements psychologiques, psychiatriques n'ont pas forcément fonctionné. C'est parce que j'avais besoin d'aller chercher plus de profondeur et plus de compréhension dans l'existence elle-même. J'avais besoin d'aller convoquer d'autres parts de moi-même. J'avais besoin de me confronter à des choses qui peuvent suffire pour pas mal de monde, mais moi qui ne m'ont pas suffi, malgré toute la volonté que j'ai mise dans l'application de ces thérapies, malgré tous les conseils qu'on pouvait me donner, malgré tout, j'ai fait de l'EMDR, j'avais fait de la TCC, peut-être que certains connaîtront. J'avais fait beaucoup de thérapies qui fonctionnaient en partie et qui en fait m'ont permis d'être guidé pour continuer à avancer, en fait, parce que si j'avais pas eu ça, j'aurais pas pu continuer à avoir suffisamment d'espoir pour ensuite aller chercher une autre porte, puis ensuite ouvrir une autre porte qui, là, cette porte-là me permet d'aller chercher un truc un peu plus profond, un truc qui a un peu plus de résonance à l'intérieur de moi. Et ça, je pense que c'est le libre arbitre de tout à chacun de réussir à aller à cette amplitude-là. Je ne pouvais pas faire autrement que d'aller... C'est quoi la porte que tu as trouvée Non, tu sais qu'en ce moment je fais le chemin inverse. J'ai été vachement dans la spiritualité, dans le chamanisme, etc. Et il y a 1 mois et demi, j'ai été voir un psychiatre. Je fais une thérapie comportementale et cognitive en ce moment qui m'aide beaucoup. Donc c'est marrant parce que là tu me dis que toi t'es passé par ça, mais que t'as ouvert une autre porte où t'as été voir plus en profondeur. Donc c'est quoi cette porte?
Je pense que cette porte, elle est difficile à décrire quand on la traverse. C'est une porte de rencontre avec soi, une porte qui nous permet d'avoir un autre regard sur des principes qui, de prime abord, semblent assez simples, tels que l'amour de soi, par exemple. La porte que j'ai ouverte sur l'amour de soi, c'était une porte d'acceptation profonde des pires noirceurs que j'avais à l'intérieur de moi. Des pires noirceurs, j'entends la colère, j'entends les envies de disparaître de ce monde, j'entends le fait de devoir réapprécier ses défauts, sa désagréabilité, son incompétence, sa colère, son instabilité, des espaces complètement incohérents à l'intérieur de soi, ses paradoxes. Ça a été finalement se rallier à une espèce d'humanité qui me paraît beaucoup plus viscérale et beaucoup plus représentative de ce qu'est un homme. Et ça a été ça, en tout cas, cette porte de rencontre avec moi-même. Et je me suis rencontré dans une forme de vulnérabilité plus dépouillée, plus accessible, en fait, encore plus sensible, encore plus proche de ce qu'est pour moi presque quelque chose de très organique, comme ce que revêt une âme finalement, et j'ai eu la sensation d'aller rencontrer et ouvrir mon âme. Comment t'as fait ? Comment j'ai fait ? Après avoir... Cette rencontre-là, je pense que elle est parfois très fugace et c'est parfois une sensation qui est assez courte, mais en fait ça a été un long travail aussi avec le corps. C'est-à-dire que j'ai commencé à cheminer avec les chakras astraux, le troisième œil, le coronal, etc. Et puis petit à petit, l'évolution de mes thérapies m'ont permis de commencer à ressentir une intégration dans le corps de ce que je ressentais. Ça veut dire que j'ai utilisé, notamment quand je suis partie à Bali, des pratiques qui étaient très différentes. J'ai fait du breathwork, j'ai fait de la kundalini, j'ai fait du rebirth, j'ai fait des pratiques qui étaient en dehors un petit peu de ce que j'avais déjà testé, de la danse extatique en fait. J'ai commencé à ressentir mon corps et en fait à sentir que plus je lâchais mon corps et plus je laissais mon véhicule de vie se transformer lui aussi, se renouveler, et plus moi j'arrivais à accéder à quelque chose d'un peu plus profond à l'intérieur de moi. Mais comment d'où ça t'est venu cette idée de toucher justement à la spiritualité quelque part, parce que en fait t'aurais pu très bien aussi rester avec tes psys et les thérapeutes plus classiques quelque part. C'est quoi qui t'a donné envie d'expérimenter les autres? Je sais pas si j'ai choisi d'expérimenter un type de spiritualité ou de m'avancer dans un chemin qui est différent de la psychologie traditionnelle. J'ai l'impression que ça s'est ouvert à moi parce que j'ai pas eu d'autre choix, parce que mes besoins ont été ceux-ci, parce que le besoin de connexion avec moi et le besoin de vitalité, le besoin de connexion avec la magie de la vie était plus profond que de devoir juste comprendre et guérir et appréhender les choses de ce point de vue-là. En fait, j'ai envie de les vivre du point de vue du corps. J'ai commencé à avoir ces questionnements de foi, tout simplement parce qu'ils sont venus me percuter complètement au fond de mon cœur, et que un petit soir au creux de ton lit avec un livre de plus parce que tu lis les blessures de l'âme de Lise Bourbeau, et bien il y a quelque chose qui frappe un peu plus profondément et qui te fait poser des questions et qui réveille en tout cas des questionnements qui sont plus profonds, que je pense que tout à chacun peut avoir, mais il faut être à même en fait de comprendre que tout à l'intérieur de nous est en mouvance et que peut-être qu'on ne sait pas du tout qui l'on est. Il faut être en mesure de réussir à déconstruire toute sa personnalité et de s'apercevoir qu'elle est fondée sur des choses qui sont assez illusoires en fait, et de pas avoir peur en fait de cette illusion qu'il y a à l'intérieur de nous, parce que là encore aujourd'hui, moi, toi encore à l'heure d'aujourd'hui, il y a des espaces qui sont illusoires, des espaces qui sont de l'ordre des conditionnements, et d'ailleurs on en aura jusqu'à la fin de notre vie, mais qui finalement font que j'avais envie de lever ces voiles d'illusion un peu plus profondément pour sentir que j'étais encore plus moi, encore plus authentique, encore plus dans ma vérité. Et à quel moment la partie de dépression s'est terminée ? À quel âge ? Je sais pas si c'est aussi marqué que ça, le passage un petit peu plus... En tout cas, j'ai arrêté les antidépresseurs juste avant ma rupture conventionnelle avec l'éducation nationale, donc je pense que j'avais aux alentours de 24 ans, voilà, okay. 24 ans. Ou un peu plus jeune, je pense 23 ans, parce que je les ai pris de 20 à 23, et ça a été progressif. En fait, l'arrêt a été la conséquence non seulement effectivement d'un suivi et d'une compréhension, d'une expérience du corps aussi qui m'a permis de me sentir mieux, mais également d'une remise en route vers une mission de vie et vers un sens qui me correspondait beaucoup mieux, avec du coup la mise en place de projets, dont une école de coaching à ce moment-là à laquelle je me suis formé, dont des formations qui en fait m'ont permis de sentir que je pouvais exister et que mon monde avait sa place et
qu'en fait, tout ça, ça existe et que tout ça, ça me parle, que tout ça, c'est moi, que cet univers, c'est moi, c'est mon cœur, c'est ce que je ressens, c'est ce que je veux. Et c'est de cette manière-là dont je veux accompagner les gens et c'est aujourd'hui ce que je veux incarner. Et du coup, quand on comprend ce qu'on veut incarner et qu'on a quelque chose sur notre chemin qui fait aussi sens, et bien forcément, ça remet un petit peu de vitalité de manière très naturelle. Waouh. Ah, c'est un vrai. Enfin, et franchement, t'as pas eu ton début de vingtaine le plus simple qui soit. Quand certains s'éclatent, sortent, vont en boîte, etc., j'ai l'impression que toi, ça a été beaucoup plus dark. En tout cas, t'as pas eu peut-être cette légèreté-là que t'as été chercher du coup par la suite. Du coup, t'es allé à Bali quand ? Je suis allé à Bali juste après avoir construit mon entreprise et que j'ai senti que j'avais encore une envie trop forte de réussite, que j'avais encore envie de trop exister avec cette entreprise et que finalement j'allais le faire pour réussir et pas encore depuis un espace du cœur. Alors que j'étais là cette fois-ci, merde, tu vas pas faire un truc pour réussir, t'es en train de te choisir, tu vas pas faire un truc pour pouvoir réussir. Donc t'es allé dans l'endroit le plus cliché de ouais, la spiritualité. Ouais, je suis allé dans cet endroit cliché, mais parce que je pense qu'il n'y a pas mieux qu'un endroit cliché pour pouvoir expérimenter notre vérité, pouvoir expérimenter du coup les deux polarités, entre guillemets, ce qui nous paraît vrai, ce qui nous paraît authentique, ce qui nous paraît être l'endroit où on a envie d'être, parce qu'à Bali, il n'y a pas que les choses clichés, il y a aussi une authenticité qui est parfois plus palpable, je pense, aussi. Et par contre, à l'inverse, on a toute l'illusion qui est aussi plus palpable parce que le petit matcha avec le yoga au yoga bar à Ubud, etc., ça fait pas la spiritualité et c'est bien plus complexe et les frontières sont beaucoup plus subtiles que ça. Bon, on aime quand même le petit matcha. On adore le petit matcha, on adore la superficialité aussi, on adore l'illusion, et je me suis réconcilié avec ces parts-là aussi. Enfin, en partie, il y en a encore qui sont en train de continuer à être jugés, mais bien sûr qu'on accepte ça aussi. Le tout, c'est j'accepte ça et j'aime beaucoup ça quand je sens que l'autre partie est aussi présente. Quoi. Là, entre guillemets, je te pique gentiment parce que j'ai fait Bali aussi. Ouais. Mais c'est une réalité. J'ai fait l'ashram en Inde. Mais c'est une réalité. C'est une réalité, mais qui malgré tout permet de se confronter justement à des formes d'écueil. Et quoi de mieux finalement que de se frotter aux écueils, de se frotter aux vérités générales pour construire sa propre vérité. Mais tu sais, moi je suis passé par tous les trucs dans le monde. Enfin, dans le monde. Comme ça, vas-y Nico, j'ai voyagé comme un dingue. Non, mais c'est vrai que là cette année j'ai fait de l'ayahuasca en Colombie. Donc pareil, c'est cliché quelque part. Je sais très bien que c'est Enfin, je sais, mais ça m'attire, donc je le tente. Ouais. Et finalement, c'est cet été, en faisant une rencontre qui m'a conseillé de me mettre au milieu de rien, sans gourou, sans personne, que j'ai réellement découvert des choses beaucoup plus profondes. Mais il m'a fallu passer par l'ashram, l'ayahuasca, le machin, le truc, pour à un moment donné comprendre que finalement seul pendant 6 jours sur une péniche, il se passe des choses incroyables. Donc, le chemin après, peu importe comment on prend son chemin, je pense que le but c'est d'avancer. Non Oui. Est-ce que le but c'est d'avancer ou juste En fait, je pense que le but n'est pas d'être plus, le but est de revenir vers moins. Le but est vraiment de trouver les pratiques qui font sens pour nous et qui nous permettent en fait de se ressentir, qui nous permettent de réaccéder un petit peu à qui on est et d'être un peu dans un espace un peu d'aucune stimulation et qui fait qu'à un moment donné, tout l'ego, toutes les pensées, toutes les manières de ce pourquoi on existe sont en train de s'évaporer un petit peu. Et puis, peu importe si c'est par des plantes, peu importe si c'est par des expériences spirituelles ou si c'est sur une péniche ou si c'est sur un canapé dans un appart à Paris dans le 18e, et que d'un coup, il y a quelque chose qui fait que je me ressens. C'est juste ça, je pense, qui est important de retrouver. Et après, il y a des médiums, effectivement, qui sont facilitateurs et qui peuvent aider. Comment savoir si le résultat de ta péniche est le résultat aussi de toutes les expériences que tu as fait avant? S'il n'y avait pas eu ces expériences-là, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'effectivement, il n'y a pas une surconsommation des outils de développement spirituel et que finalement, ça nous prive de certaines clés et ça nous prive de notre souveraineté, ça nous prive de trouver des clés intérieures parce qu'on utilise une guidance et des outils et une boussole extérieure? Dans quelle mesure est-ce que je construis ma boussole intérieure? C'est extrêmement intéressant. Ce genre de questionnement est intéressant. C'est quoi pour toi la spiritualité aujourd'hui? Pour moi, aujourd'hui, la spiritualité, c'est revenir vers l'amour.
peu importe les formes, peu importe la manière dont c'est expliqué, peu importe la terminologie, c'est revenir vers l'amour. Pour moi, si j'aime autant encore être au contact de l'enseignement avec les enfants et qu'il me manque terriblement, c'est parce que je trouve que ce sont des enseignants spirituels qui sont beaucoup plus puissants que beaucoup de chamans que j'ai pu côtoyer à Bali. Tout simplement parce que la spiritualité aujourd'hui, c'est sentir un cœur qui vibre, sentir une vivance, sentir une humanité rapprochée, sentir quelque chose de palpable et d'intense en fait. Et c'est ça, c'est la joie, c'est l'amour, c'est le retour vers une espèce d'innocence, une espèce de candeur qui est complètement à l'intérieur de nous tous. T'as le sentiment là d'être justement de t'aimer, d'avoir reconnecté à ça? Partiellement, bien sûr. J'ai la sensation d'avoir connecté à certaines dimensions de mon être. Il y en a d'autres qui sont encore très verrouillées. Il y en a d'autres qui sont encore bloquées et conditionnées. Et je sais que c'est un chemin qui ne suggère pas forcément de fin. Mais effectivement, j'ai la sensation d'avoir commencé à retrouver cette candeur, d'avoir retrouvé cette jouissance d'enfant, en tout cas, ce caractère un petit peu delusional aussi en fait, putain, je fais ce que je veux de ma vie. Et en fait, tout est possible parce que je suis le créateur et que j'ai envie de me faire plaisir. Alors, je me fais plaisir avec ces dimensions, avec cette discipline, avec tout ce qui se passe, avec les projets que je mène et avec aussi une espèce de congruence, une espèce d'assertivité, une espèce de sens dans tout ça. On peut y mettre du sens et en même temps y mettre aucun sens. On peut rire, s'amuser et en même temps aller dans la profondeur et dans des choses qui sont sérieuses pour nous et dont on a envie de parler et de défendre. Les deux sont possibles et les deux sont conciliables. C'est quoi, enfin justement, si tu dois conseiller quelqu'un qui a du mal à aller vers l'amour personnel, c'est quoi toi les conseils, si conseils tu peux donner Alors, les conseils, c'est pas évident parce que c'est jamais très ciblé. Les conseils ne changent pas grand monde, je pense. Sinon, les livres changeraient tout le monde en 2 secondes. Mais quelqu'un qui veut se rapprocher de soi, je l'inviterais à ressentir, à tenter de ressentir à l'intérieur de lui la partie enfantine qui existe, de manière à ressentir ce qu'il aime et à faire ce qu'il aime encore et encore et encore. Ce qu'il fait naturellement, ce qui le met en joie naturellement, ce qui le rapproche de la joie, ce qui lui fait du bien, ce qui lui permet de s'évader, fonce. Et peut-être que grâce à cette expansion et grâce à cette escapade, il pourra ressentir un peu plus de connexion avec cette partie-là de lui qui va l'aider à cheminer. C'est un début, histoire de faire revenir quelque chose, et puis après, on peut plus facilement travailler sur les sensations, plus facilement travailler sur les conditionnements, partir voir l'enfant intérieur, enfin, toute une thérapie après qui est beaucoup plus longue. Mais peut-être que dans un premier temps, avant de directement déconstruire, moi j'ai tendance à penser que le développement personnel, le développement spirituel, la guérison, c'est un petit peu comme un aquarium. On est un petit poisson et puis on enlève toute l'eau de l'aquarium qui est pourrie, qui est dégueulasse. Sauf qu'à un moment donné, si j'enlève toute l'eau qui est pourrie, il me reste aucune eau propre. Et donc peut-être parfois commencer par rajouter de l'eau propre dans l'aquarium, commencer à rajouter de la joie, commencer à rajouter des choses qui font du bien. Ça permet aussi d'avancer plus qu'on ne le croit. Parce qu'il n'est pas question que de déconstruire, il n'est pas que question de travail, de développement personnel. D'ailleurs, j'ai du mal avec la notion de labeur, de travail, parce que ça vient du mot tripalium qui veut dire travail, et c'est un instrument de torture à l'ancienne. Voilà, peut-être que les choses ne sont pas obligées d'être abordées avec ce prisme extrêmement lourd. Non, mais t'as 27 ans et t'as quand même... T'as un impressionnant débit de parole. C'est assez incroyable comment t'as les mots qui te viennent et comment il y a un truc quand même... Il y a des personnes qui peuvent vachement hésiter, en tout cas qui vont prendre des temps de silence. Toi, enfin, ce que je veux dire par là, c'est que ton débit de parole me paraît très sensé. Il y a quelque chose où tu sembles incarner, tu vois, ce que tu racontes. Enfin, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Merci Nico. Et tu sais, enfin, nous. Il y a des gens qui bossent des années, tu vois. Là, t'as 27 ans, t'as fait un chemin, t'as dit que tu feras sûrement toute ta vie pour enlever les illusions, je sais plus comment t'as dit ça, mais enfin, tu vois, qu'on peut avoir, les couches, en tout cas, que l'on a, mais... tu sais, j'ai le sentiment des fois que les gens, ils bossent, ils s'évadent dans une forme de spiritualité, et puis t'as tout le temps les vieux schémas qui sont là. Enfin, vraiment, il a fallu que j'aille voir une thérapeute comportementale et cognitive pour comprendre un schéma.
Enfin, le chaman qui me dit ouais, faut lâcher prise. Bah oui, la vie, elle ne peut pas être contrôlable. Alors pourquoi contrôler la vie ? C'est très bien, jolie phrase au milieu de la jungle. ouais. Ça fonctionne, c'est très sympa. Mais ça m'empêchait pas de contrôler. Et il a fallu que je découvre en thérapie comportementale et cognitive que j'avais une suranxiété qui faisait que je contrôlais tout parce que j'étais dans cette anxiété constante et que plutôt que de vivre l'anxiété, bah, je mettais des stratagèmes de contrôle. Enfin, j'ai découvert là en 2 semaines que toute ma vie est régulée sur le contrôle. Mais je sais du coup pourquoi je suis stressé constamment. Mais je pensais que c'était normal. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est que si j'avais continué dans la spiritualité, j'ai le sentiment que jamais j'aurais eu cette porte ouverte. Je sais pas comment si ça te parle ce que je te dis. Ça me parle. Après, c'est une question de définition, dans le sens où quand tu me dis si j'avais continué dans la spiritualité, je sais pas si j'aurais trouvé cette porte ouverte. Si tu avais continué dans cette orientation de la spiritualité que tu as nommée spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une déformation de ce qu'est la spiritualité, une déformation de ce qu'est le développement personnel, qui fait que les gens sont beaucoup plus entravés, beaucoup plus bloqués parfois par le fait de lire ou de se renseigner dans des formations, dans des livres, dans des contenus de réseaux sociaux, et qui font qu'on les éloigne de leur vérité, et que finalement, ça vient inhiber la prise de conscience, et ça vient inhiber la boussole intérieure, et ce ressenti à l'intérieur. Donc finalement, peut-être que si à une autre époque, il n'y avait pas tout ce bordel de livres, qu'il n'y avait pas tout cet essor-là, et qu'on n'entendait pas autant parler des blessures, ben c'était pour autant véridique qu'il y avait des blessures et que les gens s'en sortaient. Donc aujourd'hui, je pense que tu as été peut-être chercher des voies dans la spiritualité qui ne résonnaient pas avec toi et qui ne résonnaient pas avec l'authenticité que tu avais besoin d'avoir. Aujourd'hui, dans la spiritualité, il y a tout un voile d'illusion dans la spiritualité elle-même, où les gens qui sont dans la spiritualité sont dans une profonde fuite d'eux-mêmes et sont réfugiés dans l'astral et sont réfugiés dans des grands principes où ils sont déconnectés de leur douleur. Donc forcément, c'est bien facile de dire à tout le monde lâchez prise, la vie est belle, soyez en gratitude pour tout et son contraire, alors qu'à l'intérieur d'eux, ils sont coupés de leur douleur et de leur colère. Parce que si tu ressens ton injustice et ta colère dans ton bas-ventre, mon pote, tu vas comprendre que tu pourras pas pardonner si facilement et que tu peux pas dire aux gens pardonne maintenant parce qu'ils sont incapables de pardonner, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles d'être pardonnées dans l'instant T, parce que c'est pas possible de lâcher prise tant qu'on n'a pas trouvé une confiance beaucoup plus radicale à l'intérieur de soi et par rapport au monde. Donc ça, je comprends tout à fait et je pense que c'est juste une voie de la spiritualité que tu as expérimentée qui n'était peut-être pas celle qui t'était adéquate. Ah ouais, c'est intéressant. Oui, complètement. J'avais je vais te parler d'un truc qui m'a échappé. J'ai été happé par ce que tu racontais. Tac. Ouais, parce que, ça va me revenir. Toi, le lâcher prise, c'est quelque chose. T'as été contrôlant à un moment donné. Pardon. J'ai été extrêmement contrôlant. Vraiment extrêmement contrôlant. Et là où j'en suis dans le lâcher-prise, c'est que je ne suis pas dans une expérimentation quotidienne d'un grand lâcher-prise où tout coule de source et la vie. Non, il y a des moments où j'ai mon contrôle qui refait surface et effectivement, j'ai contrôlé mon image, j'ai contrôlé mes émotions, j'ai contrôlé ma réussite, j'ai contrôlé la reconnaissance, j'ai contrôlé mes faits et gestes, j'ai contrôlé mes masques, j'ai contrôlé le regard que les autres portaient sur moi, j'ai contrôlé tout ce que je pouvais contrôler, je le contrôlais complètement. Donc voilà, j'en suis aussi là dans ma déconstruction à apprendre à de nouveau faire confiance à qui je suis et de continuer à laisser la vie qui est beaucoup plus intelligente que nous faire son œuvre, mais ça me pose également des difficultés et c'est pas parce que je suis thérapeute et que je connais des clés que j'ai toutes les clés à l'intérieur de moi puisque personne... Pour moi, personne ici-bas ne peut s'affranchir de vivre l'expérience du lâcher-prise que progressivement, en fait. J'ai beau avoir 27 ans, et il est vrai que j'ai cette conscience-là, mais cette conscience-là ne m'empêche pas de devoir expérimenter une grosse dissonance à l'intérieur de moi, où le fait de savoir, ça se loge dans le corps, ça se loge dans l'expérience, et il y a des choses que je n'ai pas vécues, des choses que je n'ai pas encore faites, que je n'ai pas encore réalisées, qui ne me permettent pas de lâcher prise, et qui font que je continue à m'énerver sur des trucs futiles, à m'énerver quand je dois attendre 1h30 à la poste, et qu'au bout d'un moment, je m'étais dit que là, à ce moment-là, je devais faire ça et que finalement rien ne se passera et que toute ma journée est complètement bouleversée. Je le sais que je suis censé ne pas avoir de sentiment de frustration. Pourtant, au bout de 45 minutes, il y a un petit léger truc qui apparaît. Puis quand je vois que personne fait d'effort, j'ai beau savoir que l'extérieur est le reflet de ma réalité et que je devrais pardonner l'autre parce que je me pardonne moi à l'intérieur de moi d'être lent, j'ai pas envie et j'en ai marre et il me fait chier. Voilà. Non, au moins, il y a une forme d'honnêteté, c'est ça qui est cool, parce que c'est vrai que dans ce podcast, j'ai interviewé beaucoup de personnes, surtout au début, de moins en moins, parce que j'ai mon cheminement aussi dans ce podcast, mais où je me suis rendu compte que des gens que j'admirais, parce que j'étais dans une sorte de fantasme de ces gens parfaits sur le papier.
Bon, bah, au final, plus j'avance dans mes interviews, plus je me rends compte que de nombreuses personnes que j'ai pu interviewer ne sont pas aussi bien dans leur peau qu'elles ont l'air de le dire, et qu'il y a beaucoup d'anxiété due à certaines choses, qu'il y a des séparations, il y a des ceci, il y a des cela, enfin peu importe, en fait, il y a de la vie. Bien sûr. Il y a de la vie. C'est ça qui m'a... Aujourd'hui, je suis beaucoup plus détente. Sur les gens que je rencontre, tu vois, moi ça part d'une envie. C'est quand je te disais au début, là, je voulais te rencontrer parce que je voulais voir qui se cache derrière, mais il y a une curiosité aujourd'hui, il n'y a plus un fantasme. Bon, enfin beaucoup moins, attention, toujours pareil, c'est un chemin. Bien sûr, je comprends à un moment donné que la rencontre ne soit plus l'objet d'une espèce d'idéalisation ou de mise sur un piédestal, et juste en fait de se voir sur le même plan. C'est pour ça que j'ai du mal avec beaucoup d'admiration ou tous les élans un petit peu admiratifs, parce que c'est comme si finalement on sortait un petit peu de nous-mêmes et on croyait qu'il y avait quelque chose qui était extérieur de nous-mêmes qu'on ne trouvait pas à l'intérieur de nous. On est tous pareils, on a tous nos failles, on a tous nos grosses difficultés, on a tous nos échecs, et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'échec, tant qu'il y a de la vie, il y a le fait de tomber et se ramasser les dents sur le parterre. Est-ce que je suis vivant? Oui. Est-ce que je me ramasse les dents par terre? Oui, encore et encore, surtout que je continue d'expérimenter des choses qui me poussent en dehors de ma zone de confort, ce qui fait que y a une recrudescence d'anxiété qui est là, parce que prendre sa place, parce que révéler certaines vérités et assumer comme ça une forme de compréhension, c'est forcément aussi potentiellement jugeable, et du coup forcément que le regard extérieur continue à me faire bouger à l'intérieur de moi. Et je pense qu'aujourd'hui dire j'ai complètement confiance en moi, le regard des autres j'en ai rien à foutre, c'est pas vrai parce que on est les êtres sociaux qui ont besoin de reconnaissance, ça fait partie de la pyramide des besoins de Maslow, et donc aujourd'hui je pense que c'est important d'accepter cette faillibilité, et je compte cohabiter avec cette faillibilité pendant le restant de ma vie, quoi. Ce que tu crées sur les réseaux, ça t'aide justement à prendre du recul? Ouais, ça me fait du bien. Déjà, ce que je crée sur les réseaux sociaux, c'est très très souvent en résonance avec moi. Je veux dire, quand je fais un petit CPU, donc des petits sketchs humoristiques pour vulgariser une notion, j'en sais rien, par exemple la femme forte, et que je dis ma chérie, il faut poser les armes. Bien sûr que je me parle à moi. Bien sûr qu'à ce moment-là, je me dis mon gars, il est temps d'arrêter de te battre, il est temps de poser tes armes, il est temps de profiter de la vie, il est temps de vivre. T'as fait tout ce combat, maintenant il n'est plus question de combat, parce que si tu vois des armes, t'auras une arène, et il n'est plus question d'être gladiateur, il est question de vivre. Et donc ouais, ça me fait du bien, ça me permet d'ajuster ma place, d'ajuster mon positionnement, d'ajuster mon existence, d'ajuster mon énergie, d'ajuster ma place, et d'autoriser ma vérité à exister, en fait, de me sentir proche de cette forme de spiritualité aujourd'hui. Ça me permet de la laisser exister et qu'elle soit reconnue par l'extérieur. C'est vrai que ça fait du bien à un moment donné pour la légitimer. Comment ça t'est venu, cette idée des CPU, par exemple? Je crois que les CPU sont vraiment nés d'une frustration vis-à-vis de mon développement à moi, où j'en avais, pour être poli, vraiment ras la casquette des conseils de comptoir et parfois des trucs que les gens nous disent et qui font qu'on devrait guérir en 2 secondes parce qu'on nous l'a dit, et parce que les conseils de comptoir, on nous a dit il faut lâcher prise. Et je pense que ça naît finalement aussi d'une volonté d'aider aussi les personnes à comprendre plus facilement certaines dynamiques à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est venu aussi, si je suis tout à fait honnête, avec les clientes que j'accompagne. Alors je dis clientes parce que j'ai eu assez peu d'hommes, il y en a eu quelques-uns sur le passage, une petite dizaine, mais c'est beaucoup de clientes que j'accompagne. Et c'est venu en fait où en fait quand je suis en accompagnement, je suis moi, c'est-à-dire que j'ai plus un petit balai dans le cul, un petit balai dans les fesses, et que je suis en train d'être dans une posture très professionnalisante. Je suis moi, et il y a des moments où effectivement les clientes, quand je les accompagne, je les regarde et par exemple, donc je dis un prénom factice, mais je vais être là: Virginie, tu peux pas faire ça et faire ça, tu vois. Et elles vont le recevoir avec beaucoup d'amour, et c'est pas dit avec tout le CPU, voilà. Mais c'est quelque chose qui fait qu'en fait, à force de vivre ça avec mes clientes et de vivre cet humour-là avec mes clientes, je me suis rendu compte que ça le faisait vivre à l'intérieur de moi, et que j'avais envie de le faire vivre à l'extérieur de moi. Mais rien que, évidemment, là, je te connaissais des réseaux, mais même quand t'es arrivé tout à l'heure, t'as vachement d'humour quand même qui se dégage de toi. Non, mais en vrai, là, quelque part, on fait l'interview, tu parles, mais au-delà de ça, j'ai l'impression que dans le quotidien, t'es
t'es assez fun, assez drôle. Ah, ça m'aide, Nico, ça m'aide. Non, mais ça m'aide parce que j'ai mon lot de difficultés et le fait d'ironiser certaines choses sans pour autant les mettre sous le tapis, et surtout la blessure d'humiliation peut mettre un petit peu beaucoup d'humour dans certaines choses et j'essaie d'être vigilant par rapport à ça. Mais bon, bref, m'aider par l'humour est une vraie façon un petit peu de ne pas donner autant d'ampleur et de gravité à ce qui n'en a pas. Parce que la célèbre phrase « la vie est un jeu », je la ressens vraiment. Je la ressens vraiment comme telle. Il y a des moments où je me dis, écoute, voilà, là ça s'est pas passé comme prévu. Écoute, avant de venir, mon évier il est complètement bouché. Bon, ben voilà, vous testez ma patience, on va rigoler. Et puis je vais pas me prendre le bec. Et puis je vais revenir. Et puis je dois revoir une amie. Et puis on va déboucher l'évier ensemble. Et puis je me dis, et c'est comme ça que ça doit se passer. Et puis peut-être aussi c'est à force d'avoir essayé la gravité, hein, parce que alors j'étais la reine des drama queens aussi, hein, franchement la reine du victimisme, et je le suis encore de temps en temps, j'arrive pas et ça se passe pas comme je veux et puis ça fait mal et puis ça fait et ben à force j'ai bien vu que ça n'avait pas d'effet extrêmement positif et de levier qui était si gratifiant pour continuer à avancer, donc j'ai préféré à un moment donné choisir l'humour. Oh, ça fonctionne. Ouais, ça fonctionne. T'en es où par rapport à ta vie sentimentale et l'acceptation de ta sexualité ? Alors, vis-à-vis de l'acceptation de ma sexualité, sur un plan extrêmement conscient, c'est vraiment choisir des pommes ou des poires au supermarché, hein, vraiment de toute ma conscience, de toute ma tête, etc. Je suis en mode rien à faire. Pourtant, je sens encore dans mon corps certaines sensations qui sont un peu évidentes à vivre, ou quand j'expérimente des situations dans des milieux où j'ai pas forcément l'habitude d'aller, etc. Je sens qu'il y a une forme de résurgence, ou en tout cas de sentiment d'insécurité ou d'inconfort qui apparaît. Tu parles de quel milieu ? Je parle par exemple du milieu où, là j'ai été côtoyer des milieux un petit peu d'église, etc. Et où il y a une vision de l'homosexualité qui est encore parfois associée à une forme d'interdiction. Et du coup je sais que ça fait résonner certaines choses à l'intérieur de moi, comme si même au sein de la spiritualité, donc comme quoi la spiritualité veut tout et rien dire, hein, mais dans certaines mouvances, il y avait encore ce rejet-là, et je sens qu'en fait à l'intérieur de moi c'est en mode ah oui, mais même là on me rejette, et même là ça fait ressortir ça. Ou alors dans des milieux très hétéronormés, où ce que j'ai vécu en étant au collège, ou des formes de harcèlement peuvent revenir, et je sens que waouh, je me sens assez facilement vulnérable, ou j'ai assez peur d'être jugé, où je sens que voilà, c'est pas évident. Et pour autant, tout est beaucoup plus facile parce que j'arrive à l'expérimenter. Mais j'en suis là, en tout cas, par rapport à l'acceptation de tout ça. Par rapport à ma vie sentimentale, ça fait un long moment que je continue à avancer, à rencontrer, à avoir des expériences, mais qui ne me permettent jamais, en tout cas, de toucher du doigt quelque chose qui fait que j'ai envie d'expérimenter une relation de très long terme, une relation qui me correspond sur les plans, parce que je suis assez exigeant, sur le plan physique, le plan spirituel, beaucoup de plans qui sont nécessaires et qui font que parfois je trouve certains espaces et que j'en trouve pas d'autres, et qui font que pour l'instant je continue à me sentir bien à l'intérieur de moi, à me traiter comme le roi que je suis avant de trouver le roi que je trouverai à l'extérieur de moi, et puis voilà. Est-ce que tu penses justement que quand on a une forme quand on travaille sur soi, quand on met le doigt sur tout encore une fois, le développement personnel, la spiritualité, l'éveil des consciences, on peut utiliser plein de mots comme ça. Ouais. La plupart des gens qu'on peut rencontrer, ils sont pas tous comme ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Ouais. C'est comment tu fais face, toi, aux personnes que tu rencontres, que tu veux incorporer, intégrer dans ta vie, sentimentalement, justement, quand tu rencontres des gens tu leur parles de guides, de machins, de trucs et de ce que tu as pu faire à Bali, ils comprennent pas ce que tu es, quoi. Sentimentalement, je sais pas si j'ai le besoin qu'une personne comprenne ces dimensions-là et vive forcément dans ces dimensions-là. Mais il n'en demeure pas moins que même si j'attends pas forcément ça et que je suis OK avec le fait d'expérimenter une relation où finalement on n'est pas forcément connecté au spirituel, blablabla, il y a un certain moment où je peux sentir des écarts, où même si j'apprécie la personne pour ce qu'elle est, et même si on va parler de problèmes très pragmatiques, de matière, de vie physique, de conneries, de trucs, de projets, mais il y a un manque qui peut se faire ressentir, et même si j'ai pas vocation à vouloir quelqu'un qui continue à être dans cet univers-là, je sens qu'en tout cas ça peut créer des limites, mais j'ai la sensation que je serai avec quelqu'un qui sera beaucoup plus ancré que moi, qui sera beaucoup plus dans une vie qui a pas forcément toute cette prédominance aussi, en tout cas consciente,
et qui pourra me ramener aussi à des formes de subtilité de la vie, de joie de la vie et au fait de vivre en fait plus facilement que moi, parce que même si aujourd'hui on me voit comme quelqu'un peut-être très vivant, etc., pour lequel c'est très facile, je suis encore beaucoup en fuite, un petit peu dans l'astral, un petit peu voilà tout ça, et je pense que je trouverai quelqu'un qui sera un petit peu une manière de m'ancrer et qui sera peut-être pas dans cette définition aussi élaborée que moi, mais ça ne me posera, je l'espère en tout cas, aucun souci. En voulant pas faire de fuite dans l'astral ou les autres, allons voir un peu la numérologie. Allons voir la numérologie, Nico. Bon, t'es déjà un peu au courant pour le coup, mais c'est vrai que j'étais pas très très étonné. T'as un chemin de vie 8, donc l'archétype, la puissance, la construction. Si je te dis architecte énergique, à la fois dans le matériel, ambitieux pour lui, businessman, architecte de projet, mais aussi dans l'être, architecte d'idées, ambitieux pour les autres, élévateur spirituel, qui aime se réaliser, aider l'autre à se construire, se reconstruire, qui a besoin de justice, qui aime aussi gagner de l'argent. Tout ça, ça te parle ? Rien que ça. Tout me parle avec pas mal de connivence. Ouais. Tout me parle et même si tu m'aurais lu cette définition il y a quelques temps, j'aurais été mais ambitieux, non, pas du tout. L'entrepreneuriat, pas du tout. Le fait, tout ça. En fait, il s'avère que ça a été quelque chose que j'ai aussi refoulé et qui m'a fait un petit peu peur, parce qu'on a forcément peur aussi de prendre cette place, d'intégrer cette puissance à l'intérieur de nous. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'accepte de reconnaître, que j'accepte d'embrasser pleinement et de vivre et d'incarner. Et effectivement, je me reconnais dans cette définition-là. Et là où, enfin, de tout le début en tout cas de ton témoignage, même pas tout le début, mais ton témoignage en général, t'as ce que, on va dire, ton moteur est ta colonne vertébrale. Ouais. Tu as du 9. Et le 9, c'est l'hypersensibilité au service de l'humain, du collectif, d'une passion, d'un art, de l'universel. Il est tolérant, il est dévoué, il est ouvert, international, engagé. Il aime découvrir le monde, il aime voyager, il aime briller, il aime être reconnu. Et il aime travailler pour le collectif ou devant un public. Ça te parle, j'imagine ? Ça me parle. Alors, c'est parfois, je me dis, est-ce que ça me parle parce que c'est ce qu'on entend, tu sais, comme dans les trucs astro, et tu te vois et tu te dis, bah, ça me parle. C'est vrai que ça me parle. Est-ce que je serais un petit peu pas prétentieux de me dire, oh ouais, tout ça me parle, c'est moi. Mais je dois avouer que oui, en tout cas, aujourd'hui, l'expérience que j'ai en tant que thérapeute me comble énormément. Et en même temps, il y a les espaces qui touchent le collectif, parce que les accompagnements que je mène sont tous individuels. Il y a les espaces collectifs que j'ai envie d'ouvrir, des espaces artistiques que j'ai envie d'ouvrir, des espaces d'écriture avec des livres, potentiellement des spectacles, potentiellement des formes de mise en lumière qui commencent à m'inviter, où je commence à sentir qu'il y a quelque chose qui peut s'ouvrir à moi, quelque chose auquel je résiste encore un peu, mais qui effectivement fait extrêmement sens quand tu me lis cette définition. Je tiens à préciser que quand je le fais comme ça pour les invités, je donne pas toute la partie contrariée, puisque je pourrais très bien parler que le 9, il est souvent dans la lune, ouais. C'est un rêveur. Ah super, ouais. Moi tu peux le dire, j'aime bien qu'on mette toute la partie contrariée, toute la partie qui est en galère, toute la partie qui... Le 8, il est colérique, oui. C'est un dragon, enfin il y a plein, en fait. Y a avec des blessures égocentriques à expérimenter aussi dans ce chemin-là, qui sont extrêmement importantes, des biais de pouvoir, d'autorité, etc., où il faut avoir pas mal de discernement. Il y a plein de choses avec ce chemin-là qui sont aussi inhérentes à des sacrés biais qui peuvent être pas évidents à appréhender et qui peuvent être de sacrés défauts que j'essaie d'accepter, mais dont je suis aussi rempli. Sachant que, pareil, quand tu parles de est-ce que ça me parle, est-ce que c'est pas comme l'astrologie, c'est ce qu'on pourrait appeler l'effet Barnum, qui est assez commun en soi. C'est vrai que moi je me suis souvent posé des questions par rapport à la numérologie et je me suis rendu compte qu'il y a des nombres dont je me retrouve pas du tout et d'autres qui me correspondent très bien, ou même des nombres que je voulais pas voir, que je voulais pas accepter, que je voulais refouler. Et puis finalement en creusant, j'étais plus dans l'aspect contrarié. Ouais, je comprends. Enfin, ma cousine qui a du 9, elle m'a souvent dit pendant des années, j'ai eu un cœur de pierre. C'est l'aspect contrarié du 9, pour ne pas vivre son hypersensibilité. Mais c'est l'aspect contrarié de tous ceux qui s'emprisonnent dans un cœur de pierre et qui finalement... Et aujourd'hui, elle peut pas regarder un film sans se mettre à pleurer. Il y a des films qu'elle peut pas regarder. Mais on adore, bien sûr. Et moi, j'ai du 9 et en fait, la sensibilité, ce n'est pas toujours de la même façon. J'aime pas trop dire t'es hypersensible, t'es comme ça. Bien sûr. Pour moi c'est plus subtil, mais bon, on va pas faire un cours là. non, mais puis je comprends, mais même toutes ces cases là, que ce soit la numérologie, le human design, les chemins de vie, les énéagrammes, enfin tout ça c'est très intéressant comme piste. Mais dans quelle mesure est-ce que parfois ça nourrit certaines choses, alors que dans le fond je suis tout et je suis rien, et puis même si je suis plein de choses et qu'il y a des choses qui sont sur mon chemin, je vais peut-être en découvrir plein d'autres, et si je me définis encore une fois par ce chemin là, est-ce que je vais pas passer à côté d'autres choses qui sont beaucoup plus plurielles et qui sont ailleurs, quoi. Ouais. Mais j'adore ces outils-là aussi de connaissance à un moment donné.
Petite question. Oui, Nico, petite question. À quoi aimerais-tu consacrer plus de temps? J'aimerais consacrer beaucoup plus de temps à des formes de projets artistiques. Aujourd'hui, j'ai envie de faire entendre ma voix différemment et non pas seulement sur les réseaux sociaux. J'ai envie de partager en tout cas cette dimension d'éveil à travers des livres. Donc certains qui auront peut-être une dimension un peu plus lourde et profonde avec mon expérience de vie et d'autres un peu plus éducatives, je dirais, avec potentiellement des ouvrages à travers le CPU ou avec des poèmes ou avec des textes qui expliqueront certaines chose que j'ai envie de partager avec le monde. Et d'un autre côté, il y a un espace où j'ai envie de créer un spectacle dans lequel je fais état de toute cette injustice, de toute cette difficulté à vivre avec humour, avec lyrisme, avec parfois peut-être un petit peu de chant, parfois un peu plus de méditation et d'expérience sensorielle. J'ai envie de pouvoir fouler ces espaces-là. Ça reste une difficulté pour l'instant parce que c'est pas évident de créer ce qu'il faut créer pour entrer dans ce milieu que je méconnais complètement, puisque moi je viens d'un petit village du sud-ouest et que cette dimension artistique, je la sentais peut-être petit, mais j'aurais jamais osé la prendre. Donc voilà, j'en suis là et j'aimerais consacrer plus d'énergie, plus de temps pour pouvoir faire mûrir ces projets-là. Je vais te présenter à mon meilleur ami. Je pense qu'il pourra peut-être pas te conseiller, encore une fois, c'est pas une question de conseil, mais peut-être t'aider. Il est très bon pour mettre en lumière les autres, surtout dans l'aspect artistique. Il est passionné par le théâtre, on adore. etc., etc. On est là-dedans. Et bref, je sais pas, je viens de connecter là. Quel est le moment le plus marquant de ta semaine? Le moment le plus marquant de ma semaine? On est quel jour? On est mardi aujourd'hui. Ouais. Donc ma semaine, c'est hier ou aujourd'hui, quoi. Ouais, bah écoute. Ça réduit les jours. Oh là là, quel moment le plus marquant? Qu'est-ce que j'ai fait hier? Je me rappelle même pas de ce que j'ai fait hier. Attends, j'essaie de me rappeler de ce que j'ai fait hier. J'ai eu 2 sessions. J'ai fait quoi de mon après-midi? J'ai attendu à la poste. J'ai vu non ça. Mais franchement, hier, j'ai écouté de la musique avec intensité. Aujourd'hui, je me suis acheté un nouvel iPhone. Faut parler dans le micro, par contre. C'est parce que ça, cette partie matérielle, on la suit un peu moins. Non, je pense que ce que j'ai fait de... Je sais pas ce que j'ai fait de plus marquant. T'as acheté quoi comme iPhone? J'ai acheté le dernier iPhone. Ah, ouais. Le Pro? Ouais, le Pro Max. T'as débloqué ton PEL là? Franchement, je me suis dit, Max, si tu rends l'ancien, c'est un outil de travail. Tu sais, j'ai commencé un petit peu dialoguer avec mon ego. C'est ton outil de travail, Maxime. Puis tu vas revendre l'ancien, puis tu vas faire une reprise. Puis tu sais, tu t'es réconcilié un petit peu avec la superficialité, la matérialité, tout ce que tu rejetais avant. Je me suis tellement réconcilié que j'ai mis les 2 pieds dedans. Donc, ouais. Bon, c'est peut-être ce moment où tu te réconcilies avec ta superficialité. C'est un moment, rien que de le dire, de te dire au micro que j'ai osé acheter le dernier iPhone, c'est assumer le fait que je suis aussi marqué par ce côté très consumériste, très matérialiste, et que finalement, je crois que dans l'acceptation de matière et l'acceptation d'incarnation, je commence à accepter des trucs puisque j'en fais bien partie maintenant. Oh, c'est bien. C'est bien et en même temps. Non, mais c'est bien. Je veux dire, c'est bien le chemin. Hein. Je parle l'iPhone, peu importe. Mais tu sais pourquoi tu le fais. Oui. Ça te fait rire. Oui. 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 Mais tu vois, il y a quand même une partie un peu jugeante. Hein. Il y a quand même une partie qui va dire est-ce que je le dis, est-ce que je le dis pas? Est-ce que je préfère qu'on voie ma profondeur que ma superficialité? Et non, je le dis quand même. Écoute, partons sur une question avec plus de profondeur. Si Allons-y, Nico. Quelle est la chose que tu veux faire avant de mourir? Quelle est la chose que je veux faire avant de mourir? Vivre. Ouais, c'est pas mal. C'est tout. Ouais. Avec toutes ces dimensions et tout ce que ça comporte, mais vivre. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? C'est une question, en fait. C'est une question qu'on m'a posée. Et si tu mourais maintenant et que tu devrais te regarder, est-ce que tu serais fier de toi? Et à l'époque où je me posais cette question-là, je me regardais, je m'imaginais entrer comme ça, pas dans le paradis, voilà, mais entrer et me dire, bon, alors... Et être là, oh non, t'as pas du tout fait ce qu'il fallait, t'as pas du tout vécu ce que tu voulais vivre, t'as pas du tout incarné ta vérité. Et donc je pense que cette question-là, elle m'a permis de me dire, ok, là t'es pas là du tout où est-ce que tu as envie d'être, tu n'es pas qui tu veux être non plus. Sur une échelle de 1 à 10, à combien es-tu à l'aise avec le silence? 9,5. Waouh, 9,5. C'est pas mal. J'adore le silence. Même entre 2 personnes? Surtout entre 2 personnes. Surtout entre 2 personnes. J'adore le silence. J'ai une amie, Julie, si jamais tu regardes cette petite interview,
on se voit pas si souvent, et même quand on se retrouve, alors que ça fait longtemps, on a beaucoup de silence entre nous. Je trouve que le silence permet la danse des âmes, je trouve que le silence permet la rencontre, je trouve que le silence en dit tellement plus. Et en tout cas, à quelqu'un qui est connecté, il peut recevoir beaucoup plus d'informations qu'on ne le croit par le silence. Et vraiment, j'adore le silence. Si tu pouvais changer une chose dans ce monde, que changerais-tu? Oh, waouh. Tes questions me font rire, elles sont si pragmatiques et en même temps... Mais je tiens à le dire, c'est les questions de Charlie Head. Dans son livre, il propose 100 questions. Ouais. Et j'avais adoré ces questions. Il m'avait dit, mais vas-y, pioche-les. Accaparte-les. C'est la première fois que je fais ça dans mon podcast. C'est vrai. J'ai jamais encore utilisé des questions. Et je trouve que qu'il y a des trucs intéressants. Ok. Bah écoute... Et puis ceux qui m'écoutent, j'ai oublié la question. Si vous trouvez ça nul, vous m'envoyez un message, non, vous dites non, que... c'est pas nul, Mais moi j'aime bien. Je vais peut-être appeler ça le moment ose. Bon, allez. mais c'est bien, c'est bien. Ah non, j'ai ce que je voudrais changer dans le monde. Ouais. Oh là 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 là. Il y a tellement de choses que j'aimerais changer dans le monde. Il y a quelque chose... Je pense que ça reviendrait à... Si je pouvais changer quelque chose de manière un peu plus organique et primitive, ce serait vraiment l'éducation, en fait. J'aimerais que, dès l'éducation, on ait cette capacité à se concentrer sur un chemin de vie qui fait intervenir l'être et non pas le faire et l'avoir. J'aimerais que, finalement, dès la naissance, dès l'école, on commence à comprendre ce qu'est la magie, ce qu'est le rêve, ce qu'est le fait de s'écouter, ce qu'est le fait de connaître un besoin, ce qu'est le fait de savoir... comprendre qui on est, comprendre ça, avec des mots très faciles et très enfantins. Moi, j'avais des enfants en maternelle, et parfois, je faisais des séquences qui étaient assez accessibles, et en fait, j'aimerais qu'on ait une mouvance très, très tôt en faveur de cette forme de vie, en fait, parce qu'aujourd'hui, je trouve que beaucoup d'humains sont déconnectés de leur être-té, et en fait, la chose que j'aimerais changer, c'est, bordel, déjà revenir dans nos cœurs, quoi. J'aimerais ressentir plus de cœur. Et je pense qu'en ressentant plus de cœur, je commencerai à avoir beaucoup plus de choses que j'aimerais transformer, comme le fait qu'il y ait autant d'inégalités dans le monde, le fait qu'il y ait autant d'injustices dans le monde. J'aimerais que tout le monde puisse manger, rien que manger à sa faim, que tout le monde puisse avoir un toit, que tout le monde puisse avoir ses besoins primaires là. Mais je pense que vraiment, tout passe par des formes... beaucoup plus primitive, c'est pas primitive le mot que je veux dire, beaucoup plus tôt, enfin, tout simplement, beaucoup plus tôt, avec l'enfance, avec l'éducation, et donc j'aimerais qu'il y ait cette forme d'éducation et d'information et de prévention. Okay. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on se situe dans une forme de prévention aussi de ce qu'aurait pu être le monde, hein. Un petit peu... Moi, ce que j'ai envie de faire, aujourd'hui, je fais peut-être pas de la prévention, mais c'est un peu, les gars, si vous êtes déconnectés de votre cœur, regardez où ça va un jour finir, quoi. Et donc, j'aimerais qu'il y ait encore plus de prévention, histoire de revoir les éducations, histoire de revoir le monde, histoire de tout rechanger, de tout réformer et de finir tous à courir tout nus dans des prairies, quoi. Non, j'abuse, mais j'aimerais sentir beaucoup plus d'amour dans le monde. Voilà ce que j'aimerais changer. Ouais. Souvent, je me pose la question pourquoi il y a autant de noirceur. J'ai pas de réponse, je sais pas comment changer ça, mais... Quand je vois toutes les guerres, on vit quand même dans un monde où il y a des guerres en ce moment, tu vois. Et c'est normal, et puis on nous rapporte ça. Non pas que les guerres ont disparu, mais on va dire depuis l'Ukraine et ce qui s'est passé en Israël, il y a c'est revenu d'un coup, tu vois. Et je me dis, waouh, on est dans ce monde-là aujourd'hui. C'est notre monde, quoi. Et ça, des fois, ça m'effraie. Tu vois, je me dis, c'est chaud. Pourquoi vouloir tant de... Ça fait très bisounours, ce que je dis, mais pourquoi vouloir tant de mal à l'autre ? Je pense que ça fait pas bisounours, ça fait état du fait que l'amour aujourd'hui et qu'il y a des consciences qui s'éveillent et qui se dirigent vers l'amour, et que de la même manière que l'amour monte en puissance, forcément les personnes qui ne sont pas en mesure de faire vivre cet amour à l'intérieur d'elles-mêmes vont venir en contradiction, en opposition, venir faire aussi monter cette polarisation, ce qui crée finalement une montée des extrêmes, une autorisation des extrêmes qui se produit aujourd'hui avec la résurgence des conflits et des guerres qui peuvent survenir. Et je pense qu'aujourd'hui, on se situe dans un monde clivé où j'ai la sensation que, ça fait encore très cliché, mais que malgré tout, dans tout ça, on peut y trouver une forme d'amour.
C'est juste qu'on n'imagine pas forcément que l'amour doive revêtir cette forme de combat. Pour autant, c'est ce qu'il en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a tous besoin d'être un petit peu ces guerriers de l'amour quand on le ressent et quand on veut le propager. Mais c'est sûr que ça se heurte à beaucoup de force à l'extérieur de nous et en opposition, parce que certains sont pas en mesure de recevoir cette définition-là. Aujourd'hui, moi, je sais que beaucoup de gens me voient comme une espèce de bisounours dans les nuages, ou comme un mec qui est complètement déconnecté, ou comme un imbécile qui ne sait pas de quoi il parle, ou comme beaucoup de choses qui vont vouloir juger. Et si j'ai parfois un petit peu de haine, quoique j'en ai très très peu, ben je sais que c'est parce que je propage et je transmets beaucoup d'amour. Ma question signature du podcast, qu'est-ce que tu as osé de plus grand? T'as osé, mais qu'as-tu vraiment osé de plus grand? Je pense que le pivot que j'ai fait dans ma vie quand j'ai eu 2 ans d'ancienneté au sein de l'éducation nationale, ça a été En fait, j'avais fait un dépôt de garantie pour avoir une maison, j'étais professeur des écoles, j'étais en couple et je vivais dans le sud-ouest. Et en l'espace d'une décision, j'ai quitté mon métier, j'ai refusé la maison pour laquelle j'avais fait un dépôt de garantie, j'ai stoppé ma relation et je suis parti vivre à Bali. Donc je pense que ça a été le plus grand pivot de ma vie et ma plus grande décision pour me rapprocher de moi. Et aujourd'hui, donc, si la question c'était ce que j'avais fait le plus, là où j'avais le plus osé, je pense que ça a été dans le fait de me choisir de cette manière assez inconditionnelle à ce moment-là. Pour moi, ça a été le plus gros moment de flippette interne, certes, mais où je me suis choisi et où j'ai osé. Et je pense que ce culot dans la vie, j'essaie de le continuer à le faire, à le galvaniser, à le cultiver, parce que c'est en osant finalement toujours un peu plus qu'on arrive à se rapprocher de soi. Non, j'adore. Là, on arrive à la fin de l'épisode et honnêtement, j'ai des images qui me viennent. C'est un épisode qu'on boit un peu comme du petit lait. Ok. Qu'on reçoit et qu'on accueille et qui fait du bien au petit cœur. Exactement, c'est-à-dire que je suis persuadé, et n'hésitez pas à nous envoyer, que ce soit à toi Max ou à moi sur Osez by Nico, nos Instagram, en tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de l'interview. Mais je connais un peu ma communauté bienveillante en tout cas, et je suis persuadé que ça va être ce côté... ça fait du bien en fait, c'est d'entendre raconter cette histoire avec une vulnérabilité, une authenticité, pas de mensonge, du vrai. Moi, c'est vraiment ce que je veux de plus en plus dans cet épisode, en fait, dans ces épisodes en tout cas. Donc merci d'avoir partagé tout ça. Mais avec plaisir, Nico. Et je pense que même si ça change pas le monde, et même si c'est pas ça qui fera forcément des miracles, on a tous besoin de trouver un petit peu ce qui va nous mettre du baume au cœur et ce qui va nous permettre d'accepter un peu plus la difficulté de cette réalité-là. Et donc, si je peux, moi aussi, avec qui je suis, avec ce que je suis, permettre cette réconciliation, moi, je suis honoré. Merci pour l'invitation et merci pour ce podcast. Et pour te retrouver, Listening Max sur Instagram, il y a les liens dans la description, bien évidemment, et aussi ton site internet. Ouais. Où tu as tes coachings, tes méditations, enfin tout ce que tu peux proposer. C'est quoi le nom de mon site internet? Listeningmax.fr. Ah, c'est pareil. Toujours pareil. On essaie d'être simple. Moi, j'ai des difficultés. on va au plus simple. On fait déjà que c'est pas évident. Je garde les mêmes choses. Eh ben, écoute, je te dis à très très bientôt quand tu auras écrit tous ces livres et fait ton spectacle. On aura l'occasion de se retrouver pour que tu me racontes comment tu as osé monter sur scène et délivrer ta voix. Je l'espère de tout cœur. Merci beaucoup, Nico. À bientôt. Bisous les petites perruches. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère en tout cas que Max a pu t'inspirer. C'est vraiment ce genre de petit épisode que je trouve génial en ce mois de janvier avec ce froid. Je trouve que ça réchauffe le cœur. En tout cas, tu sais que tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ainsi qu'un petit commentaire. Ça aide vraiment beaucoup à évoluer, tout simplement à ce podcast, à se construire. Tu fais partie intégrante en tout cas de cette évolution. Donc voilà, on est deux, toi qui écoutes, moi qui produis les épisodes, et puis bien sûr les invités. Donc en fait, on est très nombreux. En tout cas, je compte vraiment sur toi pour ton aide et ton soutien. Je te dis à très très bientôt. Tu sais que sur l'Instagram Osez by Nico, tu as aussi les vidéos pépites de cette interview. Et puis à bientôt. Salut.